Ma femme a quitté le vernissage de notre galerie, la main posée sur le dos d'un autre homme. Quand elle m'a dit de rester à ma place, devant 50 inconnus, j'ai posé ma coupe de champagne, je suis sorti et je ne me suis jamais retourné. Un an plus tard, elle s'est présentée à ma porte en suppliant mon aide. Il y a un silence particulier qui s'empare d'une pièce à la seconde où votre femme vous démolit devant 50 personnes que vous n'avez jamais rencontrées. Et je peux vous dire exactement à quoi cela ressemble, car je l'ai vécu. C'est comme ce moment suspendu juste après qu'on a arraché la goupille d'une grenade. Ce battement de cœur où tout s'arrête. Où le monde entier semble retenir son souffle et attendre l'explosion qui est déjà en route. Celle que personne ne peut arrêter. J'étais debout au milieu de la Hartwell Gallery, dans le centre d'Atlanta, entouré de gens qui dépensaient probablement plus pour une seule paire de chaussures que ce que je gagnais en un mois entier. Je tenais une coupe de champagne qui coûtait plus cher que ma première voiture. Et je regardais ma femme, Miranda, rire à quelque chose qu'un autre homme venait de lui murmurer à l'oreille. Sa main posée au creux de ses reins, comme s'il avait déjà signé l'acte de propriété sur chaque parcelle de son corps. La galerie empestait le parfum de luxe, la prétention et cette forme particulière de désespoir que seules les personnes vraiment complexées dégagent lorsqu'elles s'efforcent de convaincre tout le monde qu'elles ont mérité leur place. Je m'appelle Daniel Wright. J'ai 38 ans. À ce stade de ma vie, j'avais déjà survécu à 3 déploiements en Afghanistan, à un crash d'hélicoptère qui n'aurait jamais dû me laisser en vie, à 17 blessures par éclat d'obus qui cartographiaient mon torse comme un bilan de guerre. Et à cette solitude particulière qui s'insinue dans vos os lorsque vous acceptez enfin que la femme que vous avez épousée ne vous voit que comme un remplaçant commode qu'elle garde jusqu'à ce que quelque chose de mieux se présente. J'avais reçu une Bronze Star pour avoir sorti 3 marines blessés d'un véhicule en feu alors que les tirs ennemis pleuvaient encore. J'avais été promu 2 fois pour avoir dirigé dans des conditions qui auraient brisé la plupart des hommes. Chaque soldat avec qui j'avais servi m'avait respecté, non pas parce que je l'exigeais, mais parce que j'étais présent, je faisais le travail, et je ne demandais jamais à quelqu'un de faire quelque chose que je n'étais pas prêt à faire moi-même. Ce soir-là, je portais mon plus beau costume, un bleu marine que Miranda avait approuvé d'un signe de tête distrait environ 3 ans plus tôt. Je m'étais assuré que chaque pli était net et chaque bouton propre. Pourtant, debout dans cette galerie, je me sentais comme un imposteur. L'art sur les murs était un non-sens abstrait, le genre de choses qui ressemble à l'œuvre d'un bambin lâché avec une palette de peinture complète, et pourtant tout le monde autour de moi hochait la tête avec une expression profonde et sérieuse. Comme s'il recevait une sorte de transmission divine d'une toile grise avec un seul point rouge dans le coin. Je me demandais combien d'entre eux y voyaient réellement quelque chose, et combien avaient simplement trop peur d'être les premiers à admettre qu'ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils regardaient. Miranda tenait salon près de cette œuvre hideuse, émergence de l'âme corporative, disait la plaque, entourée de ses collègues de la société d'investissement. Chacun d'eux semblait sorti tout droit d'un catalogue pour personne ayant plus d'argent que de bon sens. L'homme avec la main sur son dos était Vince Caldwell, 40 ans, vêtu de laine italienne, se déplaçant dans les pièces comme un prédateur qui a déjà décidé ce qu'il voulait. Il tournait autour de Miranda depuis des mois. Toujours aux bons événements. Toujours avec la bonne chose à dire. La regardant toujours comme si elle était une position qu'il cherchait à acquérir. J'avais observé leur manège pendant des semaines, me convainquant que Miranda était simplement polie, qu'elle faisait du réseautage, ce qu'elle devait faire pour survivre dans une industrie impitoyable. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle s'appuyait contre son contact cette nuit-là qui s'est logé dans mon ventre avec une certitude que j'avais mis tant d'efforts à ignorer. Les gens qui les entouraient m'étaient familiers d'autres événements où Miranda m'avait traîné. Harrison Blake, gestionnaire de fonds spéculatifs, qui venait de perdre sa femme trophée au profit de son coach personnel. Patricia Wentworth, avocate d'affaires avec une réputation de cruauté qui déteignait de sa vie professionnelle sur sa vie personnelle. Et Tyler Morrison, un capital risqueur qui avait bâti sa fortune en finançant des entreprises qui rendaient la vie des gens marginalement pire en échange d'une commodité marginale. C'étaient les gens de Miranda maintenant. La tribu qu'elle avait choisie. Et les regarder se rassembler rendait indubitablement clair à quel point elle et moi nous étions éloignés au cours de nos 7 années de mariage. Je me suis approché parce que c'est ce que fait un mari. Parce que j'avais passé 45 minutes dans les embouteillages pour me rendre à un événement que Miranda avait qualifié de crucial pour sa carrière. Parce que quelque part, enfoui au plus profond de moi, je croyais encore que la femme que j'avais épousée 7 ans plus tôt se trouvait encore quelque part à l'intérieur de cette étrangère froide et sophistiquée qui, dernièrement, me regardait comme si j'étais un inconvénient qu'elle n'avait pas encore trouvé comment éliminer.
Mes mains étaient rêches après des années de travail sur des machines lourdes au port. J'ai remarqué, en me déplaçant dans la foule, à quel point celles de tous les autres étaient douces et manucurées, et j'ai senti leurs yeux me parcourir avec ce cocktail particulier de curiosité modérée et de mépris que les gens riches réservent à ceux qu'ils ont déjà classés en dessous d'eux. Le sol était en marbre poli, renvoyant la lumière du lustre. Mes chaussures de ville, usées, pas neuves, grinçaient à chaque pas. Comme une annonce que personne n'avait demandée. Miranda, dis-je, en gardant ma voix stable alors que ma poitrine se serrait. Je pensais qu'on pourrait bientôt partir. Peut-être prendre un morceau en chemin. Ce restaurant taille sur Picheterie que tu aimais tant. La conversation autour d'elle s'est tue instantanément, comme si quelqu'un avait coupé le courant. J'ai vu l'expression de Miranda passer de vive et animée à quelque chose de froid et précis. Le regard de quelqu'un qui vient de décider de marquer un point. La main de Vince n'a pas bougé de son dos. Il m'a regardé avec un sourire qui n'avait absolument aucune chaleur. Que des dents, comme un loup qui a déjà jaugé le lapin et prend simplement son temps. Les gens autour d'eux ont soudainement trouvé leur coupe de champagne fascinante. Leurs yeux allant et venant entre nous comme s'ils sentaient l'impact arriver. Daniel, dit-elle, et la façon dont elle a prononcé mon nom le faisait sonner comme un diagnostic qu'elle transmettait à un spécialiste. Je suis au milieu de quelque chose. Peux-tu simplement aller attendre quelque part jusqu'à ce que je sois prête? Ça fait 3 heures qu'on est là, dis-je, essayant de paraître raisonnable alors même que la chaleur commençait à monter derrière mes yeux. Tu ne m'as pas adressé un mot depuis qu'on est entré. Je dis juste qu'on pourrait peut-être passer un peu de temps ensemble. C'est tout. Ce qui a suivi est la partie qui est gravée en moi. Le genre de souvenir qui se rejoue avec la clarté brutale que seul un véritable traumatisme semble produire. Miranda s'est tournée pour me faire face complètement. Et j'ai vu sa bouche s'étirer en un sourire qui n'avait rien à voir avec le bonheur et tout à voir avec l'intention. Le genre de sourire qu'un chat a juste avant de bondir. Le quatuor à cordes dans le coin a semblé se taire, ou peut-être pas. Je n'entendais plus rien, sauf le sang qui circulait dans mes oreilles au rythme lent et régulier de mon propre cœur. « Tu veux savoir quel est le problème, Daniel ?» dit-elle, sa voix juste assez forte pour que tout le monde à proximité puisse entendre chaque mot. « Le problème, c'est que tu me suis partout comme un chien perdu depuis trop longtemps, mendiant des miettes de mon temps comme si tu étais une œuvre de charité que je suis obligé d'entretenir. As-tu la moindre idée de ce que ça fait de t'avoir à mes trousses dans ces soirées? Debout là, dans ton costume bon marché avec tes mains rêches, donnant l'impression que je me suis contenté de moins que ce que je valais? Quelqu'un derrière moi a littéralement halté. J'ai entendu un « Oh mon Dieu » étouffé quelque part dans la foule. Le quatuor à cordes a peut-être continué à jouer, ou pas. Honnêtement, je n'en savais plus rien. Tout ce que je pouvais enregistrer, c'était le bruit du sang dans mes oreilles et le battement de mon propre cœur, qui était, étonnamment, régulier. J'ai remarqué que Vince avait sorti son téléphone, incliné d'une manière qui suggérait qu'il documentait la scène. Pensant probablement à l'histoire qu'il raconterait plus tard. La fois où le mari de sa petite amie a implosé à un vernissage. Les mots m'ont frappé comme des tirs directs, chacun atterrissant précisément aux endroits qu'elle savait non protégés. Les insécurités que je lui avais confiées pendant les nuits calmes où je croyais sincèrement que nous construisions quelque chose de réel ensemble. Elle connaissait les cauchemars qui me réveillaient encore en sursaut à 3 heures du matin. Elle connaissait la culpabilité du survivant, la question de savoir pourquoi j'étais rentré alors que tant de mes frères d'armes ne l'étaient pas. Elle connaissait le syndrome de l'imposteur qui me suivait dans chaque cocktail et événement d'entreprise où elle me traînait. Elle avait détenu tout cela. Et maintenant, elle l'utilisait comme des munitions, le déployant devant un public d'étrangers qui se régalerait de cette histoire pendant des années. Vince arborait toujours ce sourire de prédateur. Buvant tout cela comme si c'était le meilleur breuvage servi ce soir-là. « Miranda, s'il te plaît, commençai-je. » Elle était loin d'avoir fini. « À l'avenir, annonça-t-elle, et je dis bien annonça, sa voix portant à travers la galerie comme un verdict lu à haute voix, c'est moi qui déciderai quand nous passons du temps ensemble ou avons une quelconque conversation. Tu me comprends? Arrête de me courir après comme si tu étais désespéré. Arrête d'appeler 15 fois par jour pour me demander mon emploi du temps. Arrête de te pointer à mon bureau avec le déjeuner comme si nous étions les vedettes d'une comédie romantique. Reste à ta place, Daniel. Reste à ta place. Ce qui suivit fut un silence si complet qu'il avait un poids.
Le genre de silence où l'on peut entendre son propre sang circuler et les bruits de la circulation qui s'infiltrent de la rue. Tout le monde dans notre section de la galerie me regardait, attendant. Attendant l'éruption. Attendant la chose qu'un homme avec mon passé allait manifestement faire. Attendant la scène qui leur donnerait quelque chose à raconter. Vince a même ri. Doucement, bas, mais cela a atterri comme une gifle. Et je l'ai regardé serrer Miranda contre lui dans une étreinte possessive entièrement mise en scène pour moi. Voici ce que les gens ne comprennent pas toujours à propos du fait d'être un marine. Oui, il vous entraîne à répondre aux menaces avec une force contrôlée et décisive. À faire face à l'agression de front. À neutraliser tout ce qui met vos gens en danger. Mais ils construisent aussi autre chose en vous, une discipline si profonde qu'elle en devient structurelle. Le genre de maîtrise de soi qui vous permet de rester complètement immobile alors que les balles sifflent près de votre tête. Qui vous fait attendre le bon moment plutôt que de tout gâcher dans la panique. Tout cela s'est mis en place alors que j'étais là, absorbant ce que Miranda venait de faire. J'ai senti ma respiration ralentir. Mon rythme cardiaque a chuté. Mon corps était prêt, mais pas pour ce qu'il pensait qui allait arriver. Je n'allais pas offrir à ces gens leur spectacle. Je n'allais pas confirmer toutes les suppositions qu'ils avaient sur les hommes comme moi, de la classe ouvrière, aux mains rêches, émotionnellement instables. Je n'allais pas donner à Miranda l'arme dont elle avait besoin pour se faire passer pour la victime. Au lieu de cela, quelque chose à l'intérieur de moi a changé. Un réalignement profond et structurel. L'amour auquel je m'étais accroché avec acharnement, l'espoir que nous pourrions d'une manière ou d'une autre revenir à ce que nous avions été au début, il ne s'est pas brisé. Il s'est simplement évaporé. Comme la brume lorsque le soleil finit par sortir et la brûle complètement. J'ai posé ma coupe de champagne sur la surface la plus proche. Doucement. Précautionneusement. La douceur a semblé prendre les gens au dépourvu. J'ai redressé les épaules comme mon instructeur me l'avait inculqué à Paris-Islande. Et quand j'ai parlé, ma voix était exactement ce qu'elle devait être, calme, claire et finale. La voix d'un homme qui a déjà pris sa décision et qui ne fait plus que l'exécuter. Tu as raison, Miranda, dis-je, la regardant droit dans les yeux. Je t'ai couru après. Je me suis accroché à quelque chose qui, de toute évidence, n'existe plus. Mais voilà le truc avec la poursuite. À un moment donné, un homme doit s'arrêter et se demander si ce après quoi il court vaut vraiment la peine d'être attrapé. Et je viens de répondre à cette question. J'ai pivoté sur mes talons avec une précision de défilé militaire et j'ai marché vers la sortie. Le dos droit. La tête haute. La foule s'est écartée. Je pouvais déjà entendre les chuchotements s'élever derrière moi, le moteur des ragots se mettre en marche, prêt à répandre cela dans tous les cercles sociaux d'Atlanta d'ici le matin. Miranda a crié quelque chose après moi, sa voix portant une note que je n'avais pas entendue depuis longtemps, quelque chose d'incertain. Je ne me suis pas retourné. Je ne lui ai pas jeté un seul regard en arrière. L'air nocturne à l'extérieur m'a frappé comme une libération. Propre et frais après tout ce parfum étouffant et cette performance. Mon camion était garé à 3 rues de là. Le voiturier avait regardé mon Ford F-150 de 10 ans comme s'il risquait de contaminer les Maserati alignés devant. J'ai marché ces 3 rues dans un état qui se situait entre le choc et quelque chose qui ressemblait étrangement à de la liberté. Au moment où je me suis assis sur ce siège en cuir usé et que j'ai fermé la porte, mon esprit était déjà en mouvement. Passant en revue les prochaines étapes avec la clarté tactique qui m'avait maintenu en vie à travers plus d'échanges de tirs que je ne voulais m'en souvenir. Le trajet de retour vers la maison de Buckhead a duré 40 minutes avec un trafic léger. J'ai utilisé chacune de ces minutes pour réfléchir. La maison était sombre lorsque je suis entré dans l'allée, une déclaration de 3 étages des ambitions de Miranda que nous n'avions aucun moyen de nous permettre, mais qu'elle avait déclaré non négociable pour l'image qu'elle devait projeter. J'avais travaillé en double poste au port pendant 2 années consécutives pour couvrir la compte. J'avais renoncé aux vacances, aux loisirs, à tout ce qui ressemblait à un épanouissement personnel pour m'assurer que Miranda avait tout ce dont elle disait avoir besoin. Et qu'est-ce que cela m'avait rapporté ? Une exécution publique devant des étrangers et une femme qui avait apparemment commencé depuis longtemps à me voir comme un passif à gérer plutôt que comme une personne à aimer. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Mais ce n'était pas le genre d'insomnie agitée et anxieuse. Je me suis déplacé dans la maison avec détermination, rassemblant des documents, faisant des listes, me préparant à ce que je savais qui allait arriver.
Le corps des marines me l'avait gravé dans la peau, une préparation adéquate prévient les mauvaises performances. J'allais exécuter ce retrait de la même manière que j'avais exécuté chaque mission, avec précision et sans aucun mouvement inutile. À 3 heures du matin, j'avais localisé le certificat de mariage, le contrat de mariage sur lequel Miranda avait insisté et que j'avais, heureusement, lu avec une réelle attention avant de le signer. 5 ans de dossiers financiers et de documents couvrant chaque achat majeur que nous avions fait ensemble. La maison était silencieuse de la manière dont les lieux le deviennent lorsque deux personnes ont cessé de vraiment partager une vie et occupent simplement la même superficie. Je me suis déplacé dans des pièces que Miranda avait décorées sans jamais me demander mon avis, devant des meubles qu'elle avait choisis parce qu'ils rendaient bien sur ses réseaux sociaux, sous des luminaires qui avaient coûté plus cher que mon premier véhicule. Chaque objet dans cette maison était un petit rappel de la manière dont mes préférences avaient été traitées comme non pertinentes. De la manière dont je m'étais complètement laissé disparaître au nom du maintien de la paix. Dans la cuisine, j'ai préparé une cafetière de café fort et je me suis assis à l'îlot en marbre italien que Miranda avait fait importer à un coût qui me faisait encore grimacer en y pensant. La pierre était froide sous mes paumes. J'ai pensé à toutes les fois où j'étais assis à cet endroit exact, attendant qu'elle rentre à la maison, me disant que ce soir pourrait être différent. Que ce soir, elle pourrait me regarder de la façon dont elle l'avait fait pendant nos fréquentations, avant qu'elle ne décide que j'étais un projet à améliorer plutôt qu'un partenaire qui méritait d'être vu. À 5 heures du matin, j'ai fait 2 sacs de sport avec tout ce qui comptait vraiment pour moi, ce qui s'est avéré être bien moins que ce à quoi je m'attendais. Quelques vêtements, mes décorations militaires et mes papiers de démobilisation, la boîte à outils de mon père, ou du moins la boîte à outils de l'homme que j'avais toujours cru être mon père. Et une poignée de photos d'avant que Miranda ne décide que mon passé dans le corps des marines était quelque chose à cacher à sa foule sophistiquée plutôt que quelque chose à soutenir. J'ai tenu une de ces photos pendant un moment. Moi en uniforme de cérémonie le jour où j'ai reçu la Bronze Star. Mon visage plus jeune, mes yeux contenant encore quelque chose de brillant qui s'était progressivement estompé au fil des années à essayer d'être quelqu'un que je n'étais pas fait pour être. Je l'ai rangé soigneusement. J'ai laissé derrière moi la montre chère de notre 5e anniversaire, les vêtements de marque qu'elle avait insisté pour que j'achète, chaque artefact de la performance de 7 ans que j'avais donné. Rien de tout cela n'avait jamais vraiment été à moi. C'était une garde-robe pour un personnage de l'histoire de Miranda. Et maintenant que l'histoire était terminée, je n'en avais plus aucune utilité. L'alliance est partie en dernier. Je l'ai posée sur la table basse en verre avec un son qui a semblé se propager dans la maison vide comme un coup de feu. À côté, j'ai placé les papiers de divorce que j'avais téléchargés et remplis pendant la nuit, déjà signés partout où ma signature était requise. Je n'ai pas écrit de longues lettres, je n'ai pas déversé mes sentiments dans une dernière tentative d'être compris. Juste un post-it sur le miroir de la salle de bain, là où elle le verrait en rentrant. Tu as fait ton choix. Maintenant, je fais le mien. Ne me cherche pas. Le soleil commençait à peine à se lever sur la ligne d'horizon d'Atlanta lorsque je suis sorti de cette maison pour la dernière fois. Et je me souviens avoir pensé qu'il y a une beauté particulière dans un lever de soleil après une nuit sans sommeil, comme si l'univers vous offrait quelque chose pour avoir traversé l'obscurité. Mon camion a démarré au premier essai malgré son âge, et je l'ai dirigé vers le sud, en direction de Savannah, où je gérais un petit atelier depuis quelques années. Un endroit où je réparais des équipements lourds pour l'autorité portuaire et où je pouvais respirer quand Miranda décidait qu'elle avait besoin d'un répit de ce qu'elle appelait ma présence oppressante. Le trajet durait habituellement environ 4 heures, mais je me suis arrêté 2 fois. Une fois pour un café, une autre fois pour simplement m'asseoir au bord de la route et laisser la réalité de ce que je faisais me traverser par couches successives, le deuil, la colère, et sous tout cela, quelque chose qui ressemblait véritablement à du soulagement. 7 ans. 7 ans à essayer d'être assez pour une femme qui ne m'avait jamais vraiment voulu, qui m'avait choisi parce que j'étais solide, fiable et commodément disponible au moment où elle a décidé qu'elle avait besoin d'un mari pour parfaire son image de carrière. Qui avait méthodiquement érodé tout ce qui faisait de moi ce que j'étais jusqu'à ce que je reconnaisse à peine la personne que je voyais dans les miroirs. Quand je suis enfin arrivé à mon atelier de Savannah, en bordure du quartier industriel du port de la ville, le bâtiment avait meilleure allure qu'il n'en avait le droit. Un entrepôt reconverti que j'avais acheté pour presque rien 5 ans plus tôt et que j'avais lentement transformé en quelque chose de fonctionnel. L'odeur m'a frappé dès que j'ai ouvert la porte, graisse, métal et une légère touche saline de l'océan tout proche. Les odeurs honnêtes du vrai travail et d'un vrai but. C'est ici que je me sentais encore moi-même. Le coin arrière abritait un petit espace de vie que j'avais aménagé pour les nuits tardives, un lit de camp,
une plaque chauffante, une salle de bain avec une douche qui produisait de l'eau tiède les bons jours. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était entièrement et totalement à moi, d'une manière que la maison de Buckhead n'avait jamais approchée. Quand j'ai posé mes sacs de sport sur le sol en béton, j'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine pour la première fois depuis des années. Les semaines qui ont suivi se sont confondues en une combinaison de travail physique et de récupération émotionnelle que je n'aurais pas pu démêler même si j'avais essayé. Je me suis jeté dans le travail avec tout ce que j'avais, acceptant des réparations que d'autres mécaniciens avaient jugées sans espoir. Poussant mon corps au bord de l'épuisement chaque jour pour être trop épuisé la nuit pour rester éveillé à rejouer les scènes avec Miranda et Vince et toutes les manières dont j'avais échoué à devenir l'homme qu'elle voulait. Le mot s'est répandu. L'autorité portuaire a commencé à m'envoyer plus de travail. Daniel Wright pouvait tout réparer. Il n'abandonnait jamais un travail. Ses prix étaient justes et son travail était solide. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à restaurer des choses cassées, à prendre des équipements que le monde avait abandonnés et à les faire fonctionner à nouveau. Chaque moteur que je ramenais à la vie, chaque système hydraulique que je remettais en état, chaque machine que je remettais en service me semblait être une petite victoire silencieuse contre la décrépitude. Je comprenais les machines d'une manière que je n'avais jamais tout à fait réussi à comprendre les gens. Je pouvais diagnostiquer les problèmes rien qu'au son. Je pouvais sentir quand quelque chose était sur le point de lâcher avant que cela n'arrive. Si seulement les gens venaient avec des codes d'erreur et des manuels de réparation, j'aurais peut-être vu ce qui se passait avec Miranda bien avant. Les autres mécaniciens ont commencé à m'appeler le faiseur de miracles, à moitié pour plaisanter, mais avec un réel respect sous-jacent. Le vieux Jack Patterson, qui avait passé 40 ans à travailler sur des navires et des grues, m'a dit un après-midi qu'il n'avait pas vu un talent comme le mien depuis que son propre mentor avait pris sa retraite dans les années 80. Un jeune gars nommé Marcus, qui me rappelait une version antérieure de moi-même, a commencé à traîner dans mon atelier après les heures de travail pour poser des questions qu'on n'abordait dans aucune école de métier. Sans vraiment le prévoir, je suis devenu un enseignant, transmettant des connaissances que j'avais mis des années d'essais et d'erreurs, les mains dans le cambouis, à accumuler. Pendant mon temps libre, j'étudiais. Manuels d'ingénierie, documents techniques sur l'hydraulique et les systèmes automatisés. Je remplissais les heures que j'avais autrefois passées à essayer de répondre aux normes de Miranda avec des connaissances qui, elles, tiendraient la route. Le community college local proposait des cours du soir en génie mécanique, et je me suis inscrit à autant que mon emploi du temps le permettait, assis dans des salles pleines d'étudiants de la moitié de mon âge, absorbant tout. Mes professeurs ont vite compris que je n'étais pas là pour cocher une case. Je voulais comprendre les principes sous-jacents aux procédures. Certains d'entre eux ont commencé à rester tard pour approfondir avec moi, couvrant des sujets qui n'entraient jamais dans le programme standard. Mes mains étaient en permanence tachées de graisse. Mon dos me faisait mal chaque matin à cause des exigences du travail. Mais pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de construire réellement quelque chose, pas de maintenir une illusion. Le lit de camp au fond de l'atelier est devenu ma maison. Une existence sobre, dépouillée, qui aurait horrifié Miranda, et qui me convenait parfaitement. Des repas simples, un espace propre et organisé, et lentement, jour après jour, j'ai commencé à me souvenir de qui j'étais avant d'essayer de me remodeler pour correspondre à l'idée que quelqu'un d'autre se faisait de ce qui était acceptable. Miranda a appelé 3 fois cette première semaine. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale sans écouter les messages. Ces SMS oscillaient entre la fureur, le remords et les menaces légales, un enchaînement de pressions émotionnelles qui aurait fonctionné sur moi un mois plus tôt et qui maintenant me semblait simplement épuisant. Elle s'est présentée une fois à l'atelier, martelant la porte, exigeant d'entrer. J'avais déjà changé les serrures et installé un système de sécurité avec l'aide de quelques contacts militaires. Finalement, elle est remontée dans sa Mercedes en leasing et est partie. Les papiers de divorce sont revenus signés 10 jours après que je les ai laissés sur la table basse. Quand j'ai vu sa signature à côté de la mienne, tout ce que j'ai ressenti, c'était du soulagement. Le truc, quand on touche le fond, c'est qu'une fois qu'on y est, la seule direction possible est vers le haut, et j'ai commencé à grimper avec une concentration qui m'a même surpris. J'ai investi mes modestes économies dans l'amélioration de l'atelier, de meilleurs équipements, de meilleurs outils. J'ai engagé un aide, un gamin nommé Tommy d'un quartier difficile de Savannah qui avait grandi dans le garage de son père et qui avait ce même regard affamé dans les yeux que je me souvenais avoir vu dans mon propre reflet à cet âge. Ensemble, nous avons commencé à décrocher de plus gros contrats, des travaux plus complexes, le genre qui exigeait de la créativité et de la résolution de problèmes, pas seulement une compétence mécanique brute.
3 mois après avoir quitté Miranda, je revenais d'une course pour des pièces près de Charleston lorsque l'ouragan est arrivé presque sans avertissement. Les prévisions l'annonçaient incurvé vers le nord-est, manquant entièrement la côte. Mais les ouragans prennent leurs propres décisions sur leur trajectoire, et celui-ci avait apparemment décidé qu'il voulait se présenter personnellement à quiconque serait assez fou pour être encore sur la route. La pluie tombait si fort que mes essuie-glaces ne pouvaient pas suivre, même à vitesse maximale. Le vent poussait mon camion sur l'autoroute comme s'il ne pesait rien. J'aurais dû m'arrêter, j'aurais dû trouver un passage supérieur ou un parking couvert et attendre. Mais l'entêtement avait été profondément installé par le corps des marines, et il ne se désinstalle pas facilement. La route était presque déserte, les gens censés ayant pris l'avertissement au sérieux d'une manière que je n'avais apparemment pas fait. Mes phares peinaient à percer le mur d'eau devant moi. Mes mains étaient crispées sur le volant. La radio s'était tue environ 15 km plus tôt, coupant en plein milieu d'un bulletin météo qui conseillait très certainement aux gens de rester chez eux. Des éclairs zébraient le ciel en motifs qui semblaient rester suspendus dans les airs pendant des secondes avant que le tonnerre ne suive, si fort qu'il vous traversait les côtes. La berline est sortie de nulle part. Un éclair argenté tournoyant sur l'autoroute inondée comme quelque chose sans friction, comme un palais sur la glace. J'ai vu la scène se dérouler dans ce ralenti étiré que le traumatisme semble toujours produire. La voiture perdant son combat contre la physique, glissant à travers la glissière de sécurité au bord d'un dénivelé abrupt comme si la barrière était en carton plutôt qu'en acier renforcé. Elle est passée par-dessus bord, a fait au moins 2 tonneaux que j'ai pu suivre, avant que l'obscurité ne l'avale. Même par-dessus le bruit de la tempête, j'ai entendu le son. Du métal qui se froisse, du verre qui se brise, puis le silence lourd de quelque chose qui s'était immobilisé là où il n'aurait jamais dû être. Je me suis arrêté sans même en prendre la décision consciemment. Mon corps était déjà en mouvement, chaque parcelle de l'entraînement que j'avais reçu se déclenchant en même temps, la même montée de calme maîtrisée qui m'avait porté à travers les embuscades, les échanges de tirs et toutes les autres situations où s'effondrer aurait fait tuer des gens. La pluie m'a trempé en quelques secondes. Le vent a failli me renverser alors que je me dirigeais vers la glissière de sécurité brisée. Rien de tout cela ne m'a atteint. Il y avait une personne, ou des personnes, dans ce véhicule, et il y avait une fenêtre de temps, et tout le reste n'était que du bruit. Le talus était raide et glissant debout. J'ai grimpé et glissé à la fois pour descendre jusqu'à l'endroit où la voiture s'était immobilisée contre un groupe de pins. L'avant s'était écrasé comme un accordéon. Les phares étaient, d'une manière ou d'une autre, toujours allumés, projetant des faisceaux étranges à travers la pluie et la brume. L'odeur d'essence était assez forte pour piquer les yeux. Il y avait une femme à l'intérieur, visible à travers la vitre brisée du côté conducteur, inconsciente, affalée dans sa ceinture de sécurité, du sang coulant d'une coupure sur son front. Elle semblait avoir la soixantaine. Des cheveux argentés maintenant sombres et emmêlés de sang. Des bijoux de luxe qui captaient le peu de lumière qu'il y avait. La porte était complètement bloquée. L'impact avait tordu le cadre. J'ai dû utiliser toute ma force pour l'ouvrir, sentant le métal me résister avant de finalement céder avec un grincement qui a percé la tempête. La sortir était comme résoudre un puzzle conçu pour rester insoluble, en travaillant autour des airbags déployés et du métal tordu, en essayant de la bouger sans tordre sa colonne vertébrale au cas où elle aurait subi des blessures au dos. La pluie rendait tout glissant. J'ai failli la perdre à 2 reprises. Mais finalement, je l'ai libérée, et je la portais en haut du talus, chaque muscle hurlant et mes poumons en feu. Au moment où l'ambulance est arrivée, je faisais de la réanimation cardio-pulmonaire depuis ce qui m'a semblé être un long moment, probablement plus proche de 15 minutes. Les ambulanciers ont dû me tirer physiquement en arrière avant que je ne m'arrête. L'un d'eux a dit quelque chose à propos de son pouls, faible mais présent, à quel point elle avait failli ne pas s'en sortir, à quel point ma présence avait probablement fait la différence. J'ai à peine enregistré quoi que ce soit. Je me suis juste assis sous la pluie au bord de la route et je les ai regardés la charger et partir, lumière et sirène hurlante. À l'hôpital, je suis resté assis dans la salle d'attente, les vêtements trempés, laissant de petites flaques sur le sol, récoltant les regards désapprobateurs du personnel de nuit dont je me fichais éperdument, trop épuisé pour m'en soucier. Les heures ont passé. À un moment donné, quelqu'un m'a apporté une couverture et une tasse de café qui avait le goût d'avoir été préparé au cours de la décennie précédente, mais il était chaud et contenait de la caféine, ce qui le rendait acceptable. Je n'aurais pas pu expliquer pourquoi je suis resté. Les marines n'abandonnent pas de blessés. C'était peut-être ça.
Peut-être que c'était juste de la décence élémentaire. Ou peut-être que c'était quelque chose que je ne comprendrais que plus tard. Le médecin qui est finalement venu me parler ressemblait à un homme qui n'avait pas dormi depuis bien trop longtemps. Les yeux injectés de sang, un stéthoscope autour du cou comme s'il y avait poussé. Il m'a demandé si j'étais de la famille. J'ai expliqué ce qui s'était passé sur la route, et j'ai vu son expression passer de neutre et professionnel à quelque chose qui ressemblait à un véritable respect. Elle est stable, a-t-il dit. Mais elle a perdu une quantité importante de sang, et elle a un groupe sanguin rare. Nous sommes à court, et la tempête a compliqué l'approvisionnement. Quel groupe? Ai-je demandé. Je ne savais pas pourquoi c'était important. Quelque chose en moi avait juste besoin de savoir. AB négatif, a-t-il dit. Moins de 1% de la population. Quelque chose a fait-il dans mon esprit. Procédure médicale militaire. Groupage sanguin. Procédure standard. C'est mon groupe, ai-je dit. AB négatif. Je peux donner. Il m'a regardé de la manière dont on regarde quelque chose qui ne devrait pas exister, mais qui existe manifestement. Quelques minutes plus tard, j'étais dans une pièce avec une infirmière aux yeux bienveillants et aux mains qui bougeaient avec l'assurance de quelqu'un qui avait fait cela 10 000 fois. Elle a fait la conversation pendant que la poche se remplissait, me posant des questions sur l'accident, le sauvetage, comment j'avais fini par être à la fois le bon samaritain et le donneur compatible dans la même nuit. C'est presque comme si c'était le destin, dit-elle, souriant d'une manière qui vous disait qu'elle croyait sincèrement que c'était possible. J'étais sur le point de lui donner ma réponse standard, celle qui prend forme chez un homme qui a vu trop de morts aléatoires pour croire en quelque chose d'aussi bien rangé. Mais un autre médecin est entré, plus jeune, avec une expression urgente. La patiente est stable, dit-il, mais notre laboratoire a signalé quelque chose d'inhabituel dans l'analyse de compatibilité. Nous devons effectuer des tests supplémentaires sur les 2 échantillons. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Un truc technique médical qui se résoudrait de lui-même. Mais lorsque les résultats sont revenus le lendemain matin, ils n'ont rien résolu du tout. Ils ont fait exploser tout ce que je pensais savoir sur ma propre vie. La femme que j'avais sortie de ce ravin s'appelait Sarah Wright, et selon les tests ADN que l'hôpital avait effectués dans le cadre de leur processus de vérification standard, elle était ma mère biologique. Laissez-moi vous expliquer à quel point cela semblait impossible sur le moment, à quel point cela contredisait entièrement l'architecture de ma compréhension de qui j'étais. J'avais été élevé par James et Mary Wright dans une petite ville rurale de Géorgie, j'avais grandi en croyant sans aucun doute que j'étais leur fils, sans jamais avoir eu la moindre raison d'en douter. Mon père était mort quand j'avais 16 ans, d'une crise cardiaque dans les champs, et ma mère l'avait suivi 4 ans plus tard, vidée par le chagrin et le fardeau incessant d'essayer de maintenir la ferme seule. L'idée que je n'étais pas leur enfant biologique, que j'avais été enlevé bébé et élevé par quelqu'un d'autre, que ma vraie mère était une femme riche qui me cherchait depuis 3 décennies. Cela ressemblait moins à la réalité qu'à une prémisse que quelqu'un aurait proposée à une chaîne de télévision. Mais l'ADN ne négocie pas. Et alors que Sarah se remettait au cours des jours suivants, la véritable histoire de mes origines a commencé à faire surface. J'avais été enlevé d'un caddie devant un supermarché d'Atlanta à l'âge de 8 mois, arraché par une femme nommée Mary Wright, dont le propre bébé était mort du syndrome de mort subite du nourrisson quelques semaines auparavant. Et dont le chagrin avait brisé quelque chose de fondamental dans sa perception de ce qui était réel et de ce qu'elle était autorisée à faire. L'enquête de police avait piétiné. La femme qui m'avait enlevé avait disparu dans le calme rural de la campagne géorgienne, et Sarah Wright avait passé les 30 années suivantes à refuser d'arrêter de chercher. Nous étions assis ensemble dans sa chambre d'hôpital le 3e jour, tous les deux essayant encore de comprendre la logique de ce qui s'était passé. Elle était assise maintenant, la tête bandée, les yeux clairs et vifs d'une intelligence que le traumatisme et les médicaments n'avaient pas réussi à obscurcir. Je ne vais pas prétendre que ce n'est pas étrange, dis-je, car je n'avais jamais été doué pour adoucir les choses et ne voyais aucune raison de commencer. Je ne vous ai pas sorti de cette voiture parce que je cherchais une mère. Je ne savais pas que vous existiez. Je l'ai fait parce que vous laisser là n'était pas quelque chose que j'étais capable de faire. Sarah m'a regardé pendant un long moment, le genre de regard qui est en fait une évaluation, qui vous mesure, qui fait le point, qui décide si vous êtes un investissement digne de sa confiance. Je sais, dit-elle. Si vous aviez su exactement qui j'étais, vous auriez fait la même chose. Je peux le voir en vous. Vous avez les yeux de votre père. Le saviez-vous? Richard est décédé il y a 12 ans,
mais je le surprends encore parfois dans le miroir, et maintenant je le surprends dans les vôtres. Elle m'a parlé de sa vie, de l'entreprise de logistique qu'elle avait reconstruite après la mort de Richard, transformant une modeste entreprise de camionnage en une entreprise multi-État qui transportait des marchandises d'un bout à l'autre du pays. Elle m'a parlé des enquêteurs qu'elle avait engagés au fil des ans, des impasses, des fausses pistes, du processus lent et douloureux d'apprendre à garder l'espoir sans le laisser complètement s'envoler. Et elle m'a parlé des petits-enfants qu'elle avait imaginé donner à Richard, de l'héritage qu'elle avait voulu prolonger, de ce vide particulier que le succès ne parvenait jamais tout à fait à combler. Je ne peux pas te rendre ton enfance, dit-elle, et même après 30 ans, le chagrin dans sa voix était réel et proche. Je ne peux pas défaire ce qui s'est passé, ni pour toi, ni pour moi, ni pour ton père. Mais il y a autre chose que je peux te donner si tu l'acceptes. Les ressources pour construire l'avenir que tu veux vraiment. Il aurait été facile d'être méfiant, de me demander si elle essayait d'acheter ma bonne volonté ou de me positionner pour quelque chose que je ne pouvais pas encore voir. Mais j'avais passé assez de temps avec elle à ce moment-là pour reconnaître le genre de force intérieure qu'elle portait, la même colonne vertébrale inflexible que j'avais développée au cours de mes propres années de dur service. Elle ne m'offrait pas un sauvetage. Elle m'offrait un partenariat, une chance de démontrer ce que je valais, et cette démonstration n'aurait rien à voir avec le sang que je portais. Ça ne m'intéresse pas qu'on me donne des choses, lui ai-je dit. Je suis autonome depuis l'âge de 20 ans, et je ne cherche pas à changer ça. Sarah a souri, et c'était la première fois que je voyais une approbation sincère dans son expression. Je serais inquiète si c'était le cas. Ce que je propose n'est pas de la charité, Daniel. C'est un investissement. J'ai passé 4 décennies à construire quelque chose de réel, et j'ai besoin de quelqu'un qui puisse m'aider à le pousser plus loin. Quelqu'un qui sait ce qu'est vraiment le travail acharné. Quelqu'un qui n'a pas peur d'être au cœur de l'action. Tout ce que j'ai entendu sur toi ces derniers jours me dit que c'est exactement qui tu es. Les termes sur lesquels nous nous sommes mis d'accord étaient clairs. Sarah fournirait le capital pour transformer mon atelier en une véritable opération industrielle. En retour, je travaillerai aux côtés de son entreprise pour développer de nouvelles technologies pour le secteur de la logistique. Elle détiendrait 49% de la nouvelle entreprise. Je contrôlerai 51%, et aucune décision majeure ne serait prise sans que nous ayons tous les deux signé. Un partenariat égalitaire, pas un parent qui rend flou son fils. Et cette distinction comptait plus pour moi que je ne pouvais le dire. Nous avons passé des heures dans cette chambre d'hôpital à peaufiner les détails, et j'en suis sorti véritablement impressionné par elle, par la précision avec laquelle elle comprenait son industrie. Quelles innovations créaient réellement de la valeur par rapport à celles qui n'étaient que de la technologie à la recherche d'un problème à justifier. Quand je lui ai présenté les idées que j'avais développées dans ma tête pendant tous ces cours du soir au Community College, elle ne les a pas balayées comme étant trop ambitieuses. Elle a posé des questions difficiles qui m'ont forcé à affronter les problèmes de mise en œuvre que j'avais commodément esquivés. Au cours des mois qui ont suivi, j'ai transformé ce petit atelier de Savannah en quelque chose qui faisait paraître mon ancienne opération comme un passe-temps. Avec le capital de Sarah derrière moi, j'ai fait venir des équipements sérieux, j'ai embauché des techniciens qualifiés et j'ai commencé à poursuivre les innovations d'ingénierie dont je rêvais depuis des années. Nous l'avons appelé Ride System, un nom qui honorait à la fois nos origines et ce que nous construisions ensemble. La transformation a été intense de la meilleure manière possible. Nous avons commencé les travaux d'une nouvelle installation en mars, un complexe de fabrication sur mesure qui emploierait à terme plus de 200 personnes et expédierait des produits vers des ports du monde entier. J'ai personnellement supervisé chaque phase de la construction, du coulage des fondations aux dernières connexions électriques. Les entrepreneurs ont vite appris que je n'étais pas le genre de propriétaire qui signe des chèques et disparaît. Je me présentais à l'improviste à toute heure. Mes normes n'étaient pas une ligne directrice. Elles étaient le minimum. Le travail exigeait tout de moi, physiquement et mentalement, les mains et l'esprit, et j'ai trouvé cela profondément satisfaisant d'une manière difficile à expliquer aux gens qui n'avaient pas connu l'alternative. J'ai développé des systèmes hydrauliques qui surpassaient tout ce qui existait actuellement sur le marché. J'ai construit des équipements de maintenance robotisés capables de gérer des opérations qui nécessitaient auparavant des équipes entières. J'ai déposé des brevets pour des innovations que les grandes entreprises de logistique faisaient déjà la queue pour obtenir sous licence. Tommy, ma première embauche des débuts à Savannah, s'est avéré irremplaçable. En moins d'1 an, il était passé d'assistant d'atelier à chef d'équipe, puis à directeur de toute la division de fabrication. J'ai recruté des ingénieurs dans des universités de tout le Sud-Est,
leur offrant de vrais problèmes à résoudre au lieu d'améliorations incrémentielles de choses qui fonctionnaient déjà assez bien. L'entreprise a grandi plus vite que toute projection raisonnable ne l'aurait prédit, et en 12 mois, nous avions des contrats avec 3 des plus grandes compagnies maritimes de la côte est. Sarah a observé tout cela se développer avec une satisfaction qui allait au-delà des résultats commerciaux. J'ai compris, à ce moment-là, que Right System signifiait pour elle quelque chose de plus que des revenus et une position sur le marché. C'était une preuve. La preuve que les décennies qui nous avaient séparés n'avaient pas coûté à son fils le potentiel qu'elle avait toujours cru qu'il avait. Pendant ce temps, la vie que Miranda avait choisie s'effondrait discrètement. Les premiers signes sont apparus environ 6 mois après la finalisation du divorce, des rumeurs via les réseaux professionnels sur des irrégularités dans son entreprise. Je les ai d'abord ignorées. Les gens qui réussissent attirent la jalousie. Mais les rumeurs sont devenues plus fortes et plus spécifiques, et finalement je n'ai plus pu faire semblant de ne pas les entendre. Vince Caldwell, il s'est avéré, n'était pas le génie de la finance qu'il s'était présenté comme étant pendant des années lors des vernissages et des galas de charité. C'était un prédateur professionnel. Un escroc qui avait bâti toute sa carrière en identifiant des personnes ambitieuses et peu sûres d'elles et en les séparant systématiquement de leur argent. L'opportunité révolutionnaire qu'il proposait était une pyramide de Ponzi, un élégant château de cartes qui fonctionnerait parfaitement jusqu'au moment où il ne le ferait plus, puis s'effondrerait complètement. Miranda, aveuglée par son attirance pour Vince et sa soif de grimper plus haut, avait commis l'erreur catastrophique de mettre non seulement ses propres économies dans son entreprise, mais aussi les fonds de ses clients. Elle avait falsifié des documents, imité des signatures, commis une fraude à une échelle presque impressionnante par son ampleur. Lorsque la structure a finalement cédé, comme elle devait le faire, elle se trouvait au centre des décombres. L'entreprise l'a licenciée immédiatement. Les commissions de discipline ont retiré ses accréditations avec une rapidité qui a laissé des traces. Les banques ont saisi la maison de Buckhead, ont repris la Mercedes et ont gelé tous les comptes auxquels elle avait accès. La foule qui l'avait entourée à ce vernissage, tous ces gens bien habillés et rieurs qui l'avaient regardé m'humilier sans dire un mot, est devenue soudainement, universellement indisponible. Agenda plein. Appel sans réponse. Tout le spectacle. Je mentirais si je vous disais que je n'ai rien ressenti en apprenant tout cela. Je n'ai pas atteint un détachement spirituel pur de la souffrance d'une femme qui m'avait fait subir ce qu'elle m'avait fait subir. Ce que j'ai ressenti était plus compliqué que cela. Un enchevêtrement de justification, de tristesse et de quelque chose qui aurait pu se transformer en véritable compassion si je l'avais laissé faire. Elle m'avait maltraité. C'était réel. Mais elle était aussi toujours un être humain en grande souffrance, et je n'étais pas tout à fait sûr du genre d'homme que je voulais être face à cela. La question est devenue plus pressante environ 10 mois après le divorce, lorsque Miranda est entrée dans le hall de Right System un mardi après-midi. Elle ne ressemblait en rien à la personne qui commandait l'attention lors des événements d'entreprise et des vernissages. Ses vêtements étaient froissés. Son maquillage était inégal. Les cernes sous ses yeux indiquaient qu'elle n'avait pas eu une vraie nuit de sommeil depuis des semaines. La réception a essayé de la renvoyer. Miranda a fait assez de bruit pour que la sécurité finisse par m'appeler pour gérer la situation. Nous nous sommes assis dans mon bureau, un espace conçu pour la fonction, pas pour l'apparat, rempli de schémas d'ingénierie et de composants prototypes plutôt que d'œuvres d'art choisies et de réalisations encadrées. Elle a regardé ce que j'avais construit avec une expression qui semblait mener une guerre entre le ressentiment et le calcul. J'ai attendu qu'elle commence, car la patience dans les négociations était une autre chose que le corps m'avait donnée. Dani, commença-t-elle, le surnom qu'elle utilisait toujours quand elle avait besoin de quelque chose de moi. Je sais que les choses se sont mal terminées. Mais nous avons été mariés pendant 7 ans. Ça doit compter pour quelque chose. J'ai de vrais problèmes. De sérieux problèmes. Et il n'y a personne d'autre vers qui je puisse me tourner. Vince est parti. Il a tout pris et a disparu. Maintenant, ils disent que c'est moi qui ai tout orchestré. Dani, je pourrais vraiment aller en prison. Elle se pencha en avant et je pus la voir glisser dans la version d'elle-même qui avait si bien fonctionné sur moi pendant des années, le mode qu'elle activait quand elle voulait quelque chose qu'elle savait être un pari risqué. Je ne demande pas d'argent, dit-elle, sur le ton de quelqu'un qui demandait absolument de l'argent. J'ai juste besoin d'aide pour m'en sortir. Quelqu'un avec les bonnes relations qui peut m'orienter vers les bons avocats, les bonnes personnes. Tu as toujours été celui qui pouvait arranger les choses, Dani. Arrange ça pour moi et je ferai tout ce que tu veux.
On pourrait repartir à zéro. Être les vrais partenaires que nous n'avons jamais vraiment réussi à être. J'ai été stupide de laisser Vince se mettre entre nous. J'ai écouté chaque mot comme on regarderait un film qu'on a déjà vu, observant l'habileté de la performance sans en être ému. Quand elle a fini, elle s'est adossée avec la confiance de quelqu'un à qui on n'avait jamais vraiment refusé quelque chose qu'elle s'était engagée à obtenir. Tu te souviens de ce que tu m'as dit à la Hartwell Gallery? Ai-je demandé, en gardant ma voix égale. Quelque chose a traversé son visage qui aurait pu être de la honte si on lui avait permis de rester. Ce ne fut pas le cas. J'avais bu, dit-elle. Je jouais un rôle pour mes collègues. Je ne pensais rien de tout ça. Tu pensais chaque mot, dis-je. Tu le pensais depuis des années. Cette nuit-là, tu as simplement arrêté de te censurer. Et honnêtement, Miranda, je t'en suis reconnaissant. T'entendre le dire à voix haute a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Cela m'a montré avec une clarté totale à quoi j'avais affaire. Ce que notre mariage était réellement devenu. Et ça m'a donné tout ce dont j'avais besoin pour partir. Je me suis levé et je me suis tenu à la fenêtre, regardant le complexe industriel qui était passé d'un petit entrepôt reconverti à quelque chose dont j'étais sincèrement fier. Je ne vais pas t'aider, dis-je. Pas par colère. Pas par vengeance. Je ne vais pas t'aider parce que tu n'as jamais vraiment voulu de partenaire. Tu voulais quelqu'un pour te servir. Et j'ai fini de jouer ce rôle. Le sang-froid de Miranda s'est fissuré. Ce qui se trouvait en dessous était brut et désespéré. Tu me le dois, dit-elle, sa voix montant. Je suis resté à tes côtés pendant toutes ces années où tu n'étais qu'un mécanicien travaillant sur les quais. J'ai supporté tes cauchemars, tes humeurs et ton incapacité totale à exister dans une société normale. Tu me le dois. Je ne te dois rien du tout, dis-je, et les mots sont venus facilement, sans effort. J'ai travaillé en double poste pendant 2 ans pour verser un acompte sur une maison que tu voulais. J'ai sacrifié tout ce qui m'importait pour essayer de te rendre heureuse. Je t'ai tout donné, et tu l'as utilisé contre moi devant 50 inconnus. Si jamais je t'ai dû quelque chose, cette dette a été entièrement réglée cette nuit-là. J'ai tendu la main vers l'interphone. Sécurité, j'ai besoin que vous escortiez ma visiteuse à la sortie. Elle a abusé de son accueil. Les gardes s'en sont occupés professionnellement, fermes et calmes, dirigeant Miranda vers la sortie pendant qu'elle annonçait des choses sur des avocats, l'injustice et des conséquences que je regretterais. Je l'ai regardé partir sans ressentir grand-chose. Juste une certitude tranquille et installée d'avoir fait ce qu'il fallait. Les procédures judiciaires ont bénéficié d'une couverture médiatique locale importante, bien que j'ai délibérément choisi de ne pas les suivre de près. Vince avait été arrêté en essayant de passer au Canada avec un sac plein d'argent liquide et une collection de faux passeports. Il s'était empressé de coopérer avec les procureurs en échange d'un meilleur accord, sa coopération consistant principalement à rejeter la faute sur toutes les personnes à sa portée. Miranda s'est retrouvée face à une liste d'accusations longue et accablante. Je me suis présenté à l'audience de détermination de la peine sans être tout à fait sûr de pourquoi. Pour clore le chapitre, peut-être. Par curiosité. Ou simplement le besoin humain d'assister à la fin d'une histoire qui avait consumé une si grande partie de votre vie. La salle d'audience était peu remplie, une poignée de journalistes, quelques autres victimes de Vince qui étaient venus chercher la résolution qu'une condamnation peut réellement apporter. Les anciens collègues de Miranda n'étaient nulle part en vue. Leur association avec elle avait apparemment été discrètement reclassée d'atout à passif. Miranda paraissait plus petite que je ne l'avais jamais vue. La combinaison orange et les menottes avaient dépouillé l'architecture de son identité, les vêtements, le maquillage, la projection soigneusement entretenue de compétences et de réussite. Ce qui restait était une femme d'une trentaine d'années qui avait fait une série de choix qui avaient démoli sa vie, assise dans une salle d'audience en attendant de connaître l'ampleur des dégâts. Son avocat a présenté les arguments habituels, remords, circonstances, l'influence démesurée de Vince Caldwell. L'a présenté comme une victime qui avait été manipulée pour devenir complice. Mais les preuves ne laissaient que peu de place à cette interprétation. Des emails qu'elle avait écrits, des documents qu'elle avait signés, des enregistrements téléphoniques où elle discutait en termes spécifiques de la manière d'empêcher les régulateurs de regarder de trop près. Quelle que soit la pression que Vince avait exercée, Miranda avait été une participante consciente et active dans le vol de millions de dollars à des personnes qui lui avaient fait confiance. La juge était une femme qui n'avait aucune patience pour les prédateurs en col blanc. 12 ans dans une prison fédérale.
Libération conditionnelle possible après 8 ans, sous réserve d'une conduite exceptionnelle. Quand le chiffre est tombé, Miranda a pâli. Elle a regardé autour de la salle d'audience comme le font les gens lorsqu'ils espèrent que quelqu'un s'avancera pour déclarer qu'une erreur a été commise. Ses yeux ont rencontré les miens. Nous nous sommes regardés à travers la salle d'audience pendant un moment. J'ai pensé à la femme que j'avais réellement épousée, celle aux yeux brillants et à l'enthousiasme sincère pour mon passé militaire, qui m'avait fait sentir que j'étais assez exactement comme j'étais. Je me suis demandé ce qui lui était arrivé, si elle avait jamais vraiment existé de la manière que j'avais cru, ou si j'avais tellement voulu être aimé que j'avais construit des qualités qui n'étaient pas là. Elle n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait dans mon expression. Je n'offrais pas de satisfaction pour sa chute. Je n'offrais pas non plus de pitié. Ce que je ressentais, surtout, c'était de l'épuisement. Épuisé par l'histoire, l'émotion, le poids de tout ce que nos années communes nous avaient coûté à tous les deux. Une télévision sur le mur de la salle d'audience diffusait les informations locales, le son coupé. J'y ai jeté un coup d'œil pendant que les huissiers se déplaçaient pour emmener Miranda et j'ai eu un sursaut en voyant ce qui était à l'écran. J'étais là, debout à côté de Sarah lors de l'inauguration d'un centre de soutien aux anciens combattants que Right System avait financé dans le centre-ville de Savannah. Le bandeau d'information nous identifiait comme « des chefs d'entreprise locaux redonnent à la communauté ». Sarah souriait en coupant le ruban. J'étais à ses côtés dans un costume qui m'allait vraiment, ayant l'air plus à l'aise dans ma peau que je ne l'avais été à aucun moment de mon mariage. Je n'avais pas considéré ce jour comme particulièrement significatif lorsque nous l'avions planifié, juste la chose la plus logique que je pouvais faire avec la gratitude que je ressentais envers le corps et le désir de faire quelque chose d'utile pour les anciens combattants qui luttaient pour s'en sortir après le service. Mais en le regardant sur cet écran, sur fond de ce que les choix de Miranda avaient produit, quelque chose est devenu très clair pour moi sur les chemins que les gens prennent et où ces chemins mènent finalement. Le centre offrirait un logement, une formation professionnelle et des ressources en santé mentale aux anciens combattants de la région de Savannah. Des services que je savais, par expérience personnelle directe, être désespérément nécessaires et chroniquement sous-financés. Nous l'avions doté de conseillers spécialisés dans le TSPT, de professionnels de l'emploi qui comprenaient réellement comment l'expérience militaire se traduisait en travail civil, et de défenseurs du logement qui connaissaient le système des avantages pour les anciens combattants de l'intérieur. Sarah avait insisté pour que nous le financions correctement, non pas comme un exercice de relations publiques, mais comme un véritable engagement à faire quelque chose qui comptait. Le bâtiment n'avait rien d'extraordinaire. Solide, fonctionnel, conçu pour bien servir son objectif. Des principes d'ingénierie solides appliqués à un problème humain. J'ai pensé aux hommes avec qui j'avais servi, qui étaient rentrés chez eux et avaient découvert que ce qu'ils avaient appris au combat ne correspondait à aucune offre d'emploi. Ceux qui avaient fini à la rue, ou en prison, ou qui s'étaient suicidés parce que personne n'avait été là pour les aider à faire la transition d'une vie à l'autre. Ce centre ne les atteindrait pas tous. Mais il en atteindrait certains. Et certains, c'était assez pour que cela vaille tout ce que nous y avions investi, et bien plus encore. Quand l'audience s'est terminée et que Miranda a été emmenée pour commencer sa peine, j'ai quitté le palais de justice et j'ai conduit jusqu'au front de mer. Je me suis garé près des quais où j'avais été un mécanicien avec un mariage en déroute et aucune voie claire devant moi, et j'ai marché sur une jetée qui s'avançait dans l'Atlantique. L'eau était calme. La lumière de fin d'après-midi se brisait à la surface en changeant d'or et de bleu. Je suis resté là longtemps, à la regarder bouger. Sarah m'a trouvé environ 1 heure plus tard. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle avait passé 30 ans à me chercher, et elle n'allait pas me perdre de vue maintenant qu'elle m'avait trouvé. La sentence était aujourd'hui, dit-elle en s'avançant à mes côtés. C'était le cas. Ça va? J'ai pris la question au sérieux avant de répondre, parce que Sarah avait mérité l'honnêteté et que j'avais appris par dure expérience que minimiser son véritable état émotionnel ne fait que créer des problèmes plus importants plus tard. Je ne me sens pas bien par rapport à ce qui lui est arrivé, dis-je. Je ne me sens pas mal non plus. Je pense que je me sens surtout fini. Le chapitre est clos. L'histoire est terminée. Et je suis prêt pour la suite. Sarah a hoché la tête. Elle comprenait cela à un niveau qui dépassait les mots. Elle avait passé des décennies de sa propre vie à attendre de clore quelque chose qui lui avait semblé insoluble. Elle savait que certaines blessures ne guérissent jamais complètement, mais qu'elles peuvent finir par cesser de saigner si on leur donne assez de temps et assez de soins. Il y a quelque chose que je voulais te donner, dit-elle, en sortant une petite boîte en velours de son manteau. Ton père,
ton père biologique, Richard, l'avait fait faire quand j'étais enceinte. Il était absolument certain que tu allais être un garçon, et il voulait que tu aies quelque chose qui te relierait à l'histoire de la famille. À l'intérieur de la boîte se trouvait une montre de poche. Ancienne. Clairement de valeur. L'écusson de la famille Wright gravé sur le boîtier. Je l'ai retourné dans mes mains, sentant son poids, toute cette histoire et cette attente et quelque chose qui ressemblait au premier vrai signe d'un avenir qui, enfin, avec 38 ans de retard, commençait à s'ouvrir. Il aurait été fier de toi, dit Sarah. Je sais que ça n'a probablement pas le même impact que si ça venait de quelqu'un qui le connaissait. Mais j'ai passé 25 ans avec cet homme, et je sais exactement le genre de fils qu'il espérait. C'est toi, Daniel. Tu es exactement ça. J'ai mis la montre dans ma poche. Je l'ai senti se poser contre ma hanche comme quelque chose qui manquerait à quelque chose de plus grand que moi. Le soleil baissait maintenant, peignant le ciel de couleurs qui semblaient trop vives pour être réelles. J'ai regardé la lumière s'estomper et les premières étoiles apparaître dans le ciel qui s'assombrissait au-dessus de l'eau. J'ai passé si longtemps à essayer d'être ce que Miranda avait besoin que je sois, dis-je, les mots sortant lentement parce que je travaillais sur quelque chose que je n'avais pas encore tout à fait dit à voix haute. La garde-robe qu'elle voulait. La façon dont elle voulait que je parle, que je bouge, que j'occupe l'espace. Essayer de me transformer en quelqu'un que je n'étais pas fait pour être. Tout ce temps en pensant que si je travaillais assez dur, si je changeais assez, elle finirait par me voir. Vraiment me voir. Sarah a écouté sans interrompre. Cette compétence particulière, simplement être présent et ne pas remplir le silence de bruit, était l'une des choses que j'en étais venu à apprécier le plus chez elle. Mais ça n'allait jamais arriver, dis-je, parce que Miranda ne me regardait pas vraiment. Elle regardait un miroir. Elle projetait ses propres ambitions et ses propres peurs sur quelqu'un qui se tenait juste là devant elle, voulant être vu. J'aurais pu me retourner complètement et elle m'aurait quand même manqué parce qu'elle n'avait aucun intérêt pour qui j'étais réellement. Elle était attachée à la version de moi qu'elle avait scénarisée dans sa propre tête. Je me suis tourné pour faire face directement à Sarah, j'ai vu la compréhension dans ses yeux. Mais toi, tu me vois, dis-je, dès ce premier jour à l'hôpital, avant même de savoir qui j'étais, tu m'as regardé comme si j'étais quelqu'un qui valait la peine d'être connu. Pas un projet. Pas un problème. Une personne qui avait sa propre valeur et sa propre place dans le monde. C'est ce que font les mères, dit Sarah doucement. Même quand elles ont manqué les 37 premières années. Nous sommes restés là un moment encore, alors que les étoiles se multipliaient et que la lune se levait sur l'océan qui avait vu tant de la longue histoire de Savannah. Quelque part derrière nous dans cette ville, Wright System tournait à plein régime, construisant une technologie qui commençait à remodeler l'industrie de la logistique et soutenant des centaines de travailleurs qui comptaient sur nous. Quelque part dans un établissement fédéral, Miranda commençait à assumer les conséquences de décisions prises à la poursuite d'un succès qui n'avait jamais été réel. Et quelque part dans l'espace à l'intérieur de ma poitrine où j'avais porté le poids de sa projection et de mon inadéquation pendant si longtemps, quelque chose de plus léger avait élu domicile. Quelque chose qui ressemblait, pour la première fois depuis longtemps, à de la paix. J'ai sorti de ma poche le briquet bon marché que Miranda m'avait donné des années auparavant. Le seul cadeau qu'elle avait jamais choisi elle-même, pas par l'intermédiaire d'un assistant, pas sur une liste que quelqu'un avait préparée pour elle. Un achat impulsif dans une station-service qu'elle avait emballé dans du papier journal et me l'avait donné pour notre premier Noël ensemble, à l'époque où nous étions trop fauchés pour plus et que ça n'avait pas d'importance. Je l'avais porté depuis lors. Non pas parce qu'il avait une quelconque valeur monétaire, mais parce qu'il avait un jour signifié quelque chose. Parce qu'il me rappelait une époque où la possibilité de nous deux semblait encore réelle. Je l'ai ouvert. J'ai regardé la flamme tenir contre la brise du soir. Puis je l'ai refermé, j'ai armé mon bras et je l'ai envoyé par-dessus l'eau dans un arc net. Il a atterri quelque part dans l'obscurité avec un son trop faible pour être entendu d'où j'étais. Je n'ai pas regardé où il est tombé. Cette partie n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était de lâcher prise.